Pour ce deuxième débat, nous allons parler des rapports entre la production et le financement. Ce matin, c'était les rapports entre l'artistique et la technique, mais la technique artistique, puisque tout le monde sait que ce qu'on appelle les techniciens font partie de la création. Là, on va parler plus d'argent, mais des rapports quand même entre l'argent et la création et l'artistique, puisque je pense que tous les producteurs qui sont autour de la table, ils font des films parce qu'ils aiment le cinéma et parce que c'est d'abord la passion artistique qui les anime. Alors, nous avons à cette table Marie Gutmann de Meroë Film, qui est une jeune productrice qui produit pour l'instant des films à petit budget, comme on dit, fragile, avec, dans le cadre de coproduction internationale. Nous avons Jean-François Lepetit de Flash Film, qui est producteur depuis un peu plus longtemps, qui a produit énormément de films de cinéma et de télévision, qui a eu la chance d'avoir presque au début un énorme succès, 3 hommes et un couffin, ce qui est quand même pas mal, mais il m'a dit qu'il a été idiot, au lieu de faire fortune, il a réinvesti ce qu'il avait gagné dans le cinéma, ce qui est peut-être pas la meilleure idée, enfin si on veut être un vrai homme d'affaires. Pierre-Ange Le Pogam, qui a été producteur chez Gaumont, donc connaît les grosses mécaniques, qui est un des fondateurs d'EuropaCorp et qui maintenant a créé une nouvelle société de distribution et de production et qui a une expérience et qui a été également acteur dans des films et donc quand même sur des tournages. Je pense que tu as une expérience dans ce domaine. Et puis Jean-Baptiste Babin, Backup Film, c'est une société qui a été créée, je crois, il y a 11 ans, avec 3 fondateurs, et qui a pour but d'apporter des financements, principalement internationaux, aux producteurs français. Alors, pour lancer un peu la discussion et le débat, je vais interroger Jean-François Lepetit. Aujourd'hui, il y a une sorte de paradoxe. On dit que le cinéma français est le premier cinéma d'Europe, qu'il y a énormément d'argent, énormément de guichets, et pourtant une grande partie de la production française, au-delà d'un certain budget, est tournée à l'étranger. Donc, parce que apparemment nos systèmes n'est pas compétitif pour attirer les films au-delà d'un certain budget. Est-ce que tu penses que le crédit d'impôt, la réforme du crédit d'impôt va modifier ces données, et est-ce que quand tu as été plusieurs fois, et même je crois ton dernier film tourné à l'étranger, c'était essentiellement pour des raisons financières ou également pour des raisons artistiques? Bon, il faut appuyer quelque part. Oui, sur un bouton le micro. Là, oui. Le dernier film auquel tu fais référence, c'est le film de Catherine Breillat avec Isabelle Huppert et Coulchen, qu'effectivement on a tourné en Belgique. En réalité, notre démarche, elle n'était pas purement financière. Au départ, j'avais été approché par des partenaires éventuels luxembourgeois et belges qui nous proposaient de tourner en studio au Luxembourg. Et ma première réaction avait été d'essayer de voir, de creuser cette possibilité pour des raisons strictement artistiques au départ, parce que Breillat adore tourner en studio, elle a très peu tourné en studio. Le dernier film qu'elle avait fait en studio, c'était il y a très longtemps, c'était Romance. Et par rapport à son esthétique, par rapport à sa démarche, y compris par rapport à sa propre situation, aujourd'hui, on trouve intéressant de pouvoir lui faire un film en studio. Donc ça a été le premier critère. Évidemment, il y avait également un critère financier, puisque ce que nous apportait, ou ce qui était censé nous apporter nos partenaires
belgo-luxembourgeois à l'époque était supérieur à ce qu'on risquait d'obtenir en France en additionnant le crédit d'impôt et la subvention de la région Île-de-France. Donc notre première, le critère qui nous a amené à choisir cette solution a d'abord été les deux, à la fois un critère artistique et financier. Il se trouve que pour des raisons finalement de censure, entre guillemets, puisque ce qu'on ne nous avait pas dit, c'est qu'il y avait une commission qui devait valider des films au Luxembourg, et je crois que ces gens-là détestaient les films de Breillat. Ce qui fait que on a découvert qu'on ne pouvait pas aller tourner au Luxembourg en studio, donc on s'est retrouvé en Belgique. Aujourd'hui, le bilan que j'en tire, c'est qu'il y avait effectivement de légers avantages à la marge, mais que, avec l'amélioration du crédit d'impôt en France, aujourd'hui, je pense qu'on ne repartirait pas en Belgique. Parce que, non pas que, ça s'est très bien passé avec des techniciens belges, mais il y a un certain nombre de contraintes que nous avons plus ou moins bien vécues pour faire le film. Donc aujourd'hui, avec les modifications des critères sur le crédit d'impôt, dans ce cas de figure, je pense qu'on resterait tourné en France. Donc pour répondre à ta question, je pense que dans certains cas, l'amélioration des critères pour obtenir le crédit d'impôt devrait relocaliser un certain nombre de films. On reviendra sur ces problèmes de délocalisation. Marie Gutmann, tu as produit un film, L'homme au téléphone, que j'ai vu, qui est un très beau film, qui était un film franco-palestinien, c'est ça C'est une coproduction France, Israël, Palestine, Belgique. Le titre français, c'est Téléphone arabe. Téléphone arabe, pardon. Un film qui est sorti l'été dernier. Et donc un petit budget de 1,5 million. Même pas, on est en dessous d'1 million. Voilà. Et vous avez eu quand même pas mal du mal à le financer. On a énormément de mal aujourd'hui à financer des films qui ne sont pas en langue française, puisque c'est un réalisateur arabe-israélien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un savoir-faire des producteurs français qui est en train de se perdre. Le savoir-faire ne se perd pas, mais il n'y a plus la possibilité de faire des films à l'étranger, des films étrangers. Quand vous voyez un très joli film comme le film saoudien Wajda, il a été fait par les Allemands, parce qu'il y a des financements en Allemagne pour ce type de film. Il n'y a plus de financement en France, plus suffisamment de financement en France pour ce type de film. Parce qu'au CNC, il y a un fonds de cinéma du monde. Donc, moi, j'avais l'impression qu'au contraire, on était le pays qui aidait le plus ce type de film. Et puis, c'est vrai que quand j'ai été voir la semaine dernière Wajda, je vois qu'il est financé par les Allemands. Et je me dis, mais comment se fait-il que cette Saoudienne, elle n'est pas venue faire une coproduction avec la France? Donc, quelle est votre expérience? Oui, en fait, historiquement, c'est vrai qu'on a été les premiers, je pense, à financer des films du monde à travers le Fonds Sud qui est devenu l'aide au cinéma du monde, qui est un fonds qui, heureusement, existe, mais les films du monde entier viennent soumettre leurs projets à ce fonds qui reste petit. Et puis, il n'y a que lui, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de chaîne, on trouve pas. Les régions, aujourd'hui, n'investissent pas du tout sur les films étrangers parce qu'il y a un critère de tournage sur place qui est déterminant. Donc, le film Wajda, c'est un film allemand, mais tourné avec essentiellement des techniciens allemands. La post-production s'est faite en Allemagne. Donc, je pense qu'il y a un bénéfice aussi à tirer pour l'industrie à être en mesure de financer ce genre de film. Et alors, est-ce que vous êtes spécialisé volontairement dans des films, des coproductions internationales et notamment dans des films à petit budget, parce que vous auriez pu commencer à viser, ou peut-être que vous allez le faire, à des films avec des budgets plus importants qui intéressent les chaînes. C'est un choix personnel? Non, pas du tout. Mon prochain film, c'est un thriller. Enfin, je pensais que ce serait beaucoup plus simple. C'est un thriller français avec François Morel et Émilie Dequesne, un film autour de 4 millions. C'est pas plus simple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de financement, je ne suis pas sûre de pouvoir le financer à 100% en France. D'accord. Alors, on reviendra là-dessus. On fait le tout. Pierre-Ange, on a l'impression, de l'extérieur, on dit il y a deux types de films. Il y a des films à petit budget qui ont beaucoup de mal à se financer, et puis il y a des films, en gros, ceux qui intéressent les chaînes, qui ont pas mal d'argent, qui ont pas mal de guichets, et où les gens vivent bien, et qui sont relativement faciles à financer. C'est l'opinion
que beaucoup de gens ont. Toi qui as financé des gros et disons des moyens, à l'heure actuelle comme jeune producteur indépendant, quelle est ton expérience de l'état du marché? Mon expérience, c'est que je n'ai aucune expérience. Je suis suffisamment expérimenté pour savoir que chaque film est une renaissance et que chaque projet est différent et que chaque problématique qui se pose face au film qu'on est en train d'envisager est à chaque fois unique, nouvelle et particulière. Alors bien sûr, on peut donner à la production une caractérisation un peu industrielle et c'est vraisemblablement plus facile pour des sociétés comme très établies comme Pathé ou Studio Canal ou Gaumont d'imaginer leur programme de production sur un certain nombre de mois ou sur une année ou pourquoi pas prévoir des budgets 2-3 ans à l'avance. Et eux peuvent vraisemblablement par le volume entretenir des relations industrielles avec certains diffuseurs ou avec certains opérateurs. Mais quand on est, et je l'ai fait de la même manière quand j'ai cofondé EuropaCorp, ce sont les relations que j'avais réussi au fur et à mesure à entretenir avec certains des opérateurs et des diffuseurs institutionnels. Mais néanmoins, ce qu'il y a de plus intéressant et de plus captivant, puisque le cinéma est une affaire d'argent, est une affaire de création aussi, surtout, et avant, et qu'on se pose toujours la question, en tout cas moi, non pas de la marge qu'on va créer sur la fabrication d'un film, mais je suis de la culture de ceux qui rêvent de faire des profits sur les films grâce à leur succès et grâce à leur économie et de pouvoir, pourquoi pas, devenir très très copains avec les talents qui ont participé au film parce qu'on va se partager beaucoup d'argent et que ça nous donnera les moyens ensuite de rêver à d'autres projets. Donc on est obligé d'être sur un système où on réfléchit film par film. Et aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus facile, j'imagine, pour n'importe quel producteur, ou en tout cas pour le producteur qui en est responsable, de financer le nouveau film de Guillaume Canet que de financer le film dont Madame parlait précédemment. Bien sûr, c'est une question de notoriété, de réseau, de marché, de croyance. L'économie des films se fait aussi en grande partie en fonction de l'estimation que les différents intervenants font des valeurs commerciales des films en question. Donc si vous montez un film sur lequel les chaînes de télévision ou les distributeurs ou les acheteurs de films des distributeurs étrangers sur l'international se disent si je réussis à avoir ce film, lorsque le film existera dans un an et demi, quand je le sortirai, je ferai une bonne affaire, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour monter ce film. Mais la difficulté me semble être, mis à part le fait qu'on est quand même dans un monde de crise, enfin je suis sûr que comme moi, vous en avez beaucoup entendu parler, et qu'il y a de plus en plus d'exigences de la part des investisseurs potentiels parce qu'il y a une sorte de panique et de peur qui est créée par ces nouveaux phénomènes de gestion et cette sauvegarde des systèmes établis, ce qui fait que la notion de risque est peut-être en train tranquillement non pas de disparaître, mais d'être un peu éradiquée de certains des débats. Mais il y a tout simplement des tuyaux un peu limités, des possibilités de diffusion qui sont à peu près les mêmes, à part la future diffusion numérique, et de plus en plus de producteurs, de plus en plus de projets, de plus en plus d'initiatives, de plus en plus de talents, et puis ça va être exponentiel, puisque plus la culture est là, à notre porte, sur l'écran de notre ordinateur, c'est le cas pour tout le monde, il y a de plus en plus, et c'est tant mieux, il y a de plus en plus d'artistes, de plus en plus de gens qui ont des velléités d'avoir des choses à dire, d'avoir des choses à faire, de rêver, de changer le monde. Donc il y aura de plus en plus de projets de films, ce sera de plus en plus difficile de tous les satisfaire. Mais c'est le métier des producteurs et c'est le métier des talents de faire en sorte que chaque film soit possible. Mais tu disais quelque chose de... Pardon. Oui, ça marche. Quelque chose d'important, c'est que tu voulais plutôt être dans une économie de profit
que de ce qu'on appelle une économie de vie, mais ça suppose, pour garder des droits, pour qu'il y ait quelque chose qui remonte quand même aux producteurs, de prendre des risques, parce qu'il y a beaucoup de guichets, mais si on donne quasiment tous les droits aux autres, vraiment, à moins d'un succès absolument considérable, il n'y a rien qui remonte aux producteurs. C'est juste. C'est pourquoi, je te redis, chaque film est une expérience créative et économique unique. Il n'y a pas de modèle pour moi. Mais c'est vrai que je suis de la culture, même aujourd'hui en tant que producteur indépendant. Bien sûr que j'aime l'idée du risque, dans la mesure de mes moyens ou des moyens de ceux qui m'accompagnent. Mais j'aime aussi l'idée de ne pas créer de la marge artificielle sur la fabrication des films, parce que c'est ce moyen-là qui fait que les investisseurs que tu invites assurent leur marge eux-mêmes. Et c'est là où tu te fais avoir. Parce que après, quand le film est un succès, c'est pour eux. Voilà. Donc après, on peut rentrer dans les détails, mais en gros, si tu demandes beaucoup pour satisfaire une petite marge du départ à des distributeurs ou à des gens qui vont partager l'equity potentiel sur le film, évidemment que ces gens-là vont prétendre à une rémunération importante. Et cette rémunération importante, si tu décides de l'abandonner, le jour où le film est un succès, on fait quand même tous pour que ça arrive une fois de temps en temps, et on sait bien à quel point le succès est toujours miraculeux, hein, c'est pas la formule absolue, mais c'est ce jour-là où tu le regrettes, parce que tu as privilégié une petite marge au départ pour perdre beaucoup à l'arrivée. Donc après, il faudrait rentrer dans les chiffres et rentrer dans les détails. Mais moi, je crois vraiment que, sans être du tout langue de bois, qu'aujourd'hui, on arrive à envisager des budgets qui sont encore raisonnables, parce qu'il y a énormément de possibilités de fabrication qui se font à coût, je dirais, possible. Oui, parfois ça passe par la délocalisation, oui. Comme Jean-François, on peut aller au Luxembourg ou en Belgique. Moi, je viens de faire un film très important. Je suis aussi allé en Belgique pour des raisons de savoir-faire, mais aussi pour des raisons financières. Mais ça m'a aussi donné les moyens d'aller chercher des décors luxueux dans d'autres endroits qui coûtent cher et dont j'estimais qu'on avait besoin pour la beauté du film, pour la production value la valeur de production du film. Mais on voit bien qu'il faut qu'on arrête de ne parler que de la France. C'est-à-dire que des possibilités de financement aujourd'hui chez les films, il y en a quand même beaucoup et bien au-delà de la France. Ce film qui est financé par l'Allemagne, dont vous parlez, je crois bien qu'il aurait pu être l'initiative d'un producteur français et il aurait quand même pu être financé en Allemagne. On vit dans ce monde-là aujourd'hui. Pourquoi non? Pourquoi pas? Et alors, on reviendra à toi. Alors, Jean-Baptiste Babin, quand vous avez créé Backup Film, vous avez fait une analyse selon laquelle les producteurs français auront besoin de plus en plus de financements internationaux et que vous pouviez établir une expertise dans ce domaine. Alors, développez un peu votre analyse et racontez-nous votre expérience dans ces 11 ans, de ce qui s'est passé. En fait, ce pressenti qui était effectivement la fondation de Backup nous a été largement soufflé par les producteurs étrangers qui n'étaient pas aussi privilégiés, disons à tout le moins, que les producteurs français et qui étaient déjà contraints de justement s'associer, trouver d'autres partenaires sur d'autres territoires que le leur. Et effectivement, il y a 11 ans, on se sentait un petit peu seul lorsque on arrivait en France en disant attention, il faut que vous commenciez à diversifier vos sources de financement et que vous commenciez à chercher que ça soit des coproducteurs, de la prévente ou des sources d'equity à l'étranger. On se sentait un peu seul parce qu'on avait pas mal de producteurs qui nous répondaient mais il n'y a pas besoin, il y a Canal+. Heureusement pour nous, en tout cas, effectivement, l'histoire nous a plutôt donné raison dans cette conviction. Et Backup est aussi né d'un sentiment, c'est que les partenaires de distribution, les partenaires d'exploitation et certains equity étaient de plus en plus désireux de s'impliquer tôt dans les projets
puisqu'on était encore à une époque où on trouvait un agent de vente une fois qu'on avait un film tourné, à qui on allait le montrer, et que c'était un peu comme une cerise sur le gâteau, alors que c'est aujourd'hui devenu, on va dire, une pièce à part entière dans un plan de financement. Donc dès les toutes premières phases du développement, on est obligé de se poser la question de à qui mon film est-il destiné, sur quel territoire, et quel est le partenaire idéal pour arriver à trouver ce public. Donc effectivement, on a commencé comme ça, en fait, en divisant le travail de manière un peu empirique, puisqu'il n'y avait pas d'autres sociétés qui existaient qui livraient le même service pour les producteurs. Donc on s'est dit, il nous semblait qu'il y avait... on était 4 aussi, c'est une donnée importante, donc il fallait de toute façon qu'on divise le travail en 4. Donc on a mis quelqu'un à l'acquisition qui effectivement lisait les scénarios et en jugeait la qualité artistique, puisque nous on est persuadés qu'un producteur c'est avant tout un talent de je vais aller dans le sens de Pierre-Ange, mais de dénicher les talents, le talent de sentir l'air du temps, le talent de sentir quelles sont les histoires qui vont être intéressantes et vont intéresser les gens dans 2-3 ans, et surtout le talent de livrer des films qui sont de très haute qualité avec une production value qui est très importante. Et donc nous on s'est dit voilà, on va effectivement aider les producteurs en leur proposant 3 guichets. Le premier c'était la coproduction et le refinancement en soft, donc jouer sur le pipe de production d'un film pour voir quelles sont les parties qu'on pouvait, le cas échéant, faire à l'étranger et quels sont les financements liés à cette délocalisation de tout ou partie du pipe de production. Le deuxième, c'était la distribution. Les parties sont largement assez interdépendantes, parce que n'importe quel financier en soft, même les fonds allemands par exemple dont on parlait tout à l'heure, investissent à l'unique condition que les projets sur lesquels ils investissent soient de toute façon distribués ou prévendus assez largement. Financer des films qui restent sur une étagère, ça n'intéresse personne. Et donc effectivement, en tout cas, et en plus, ces distributeurs pouvaient être mobilisés au niveau du financement d'un film et contribuer au financement. Donc ça nous a semblé comme un champ d'investigation important. Et le troisième, c'était l'equity. On était encore en France dans une... je crois qu'on l'est encore, dans une culture de financement cinématographique et audiovisuel sous-financiarisée. C'est-à-dire que par rapport à d'autres cultures qui, certes, ont un rapport à la finance tout simplement plus développé que sur notre territoire. Je parle évidemment des pays anglo-saxons, mais on pourrait parler des Pays-Bas, on pourrait parler de plein d'autres territoires. Il y a une culture financière très poussée. Et donc, il nous a semblé qu'on pouvait soit utiliser des fonds qui étaient déjà là et qui attendaient des projets cinématographiques audiovisuels, ou qu'on pouvait aussi essayer de trouver des fonds d'investissement qui étaient génériques, c'est-à-dire qui n'étaient pas spécialement destinés au cinéma et à l'audiovisuel, et qu'on pouvait essayer de leur présenter des modèles d'investissement qui pouvaient leur permettre, le cas échéant, d'investir dans des projets à différents niveaux. Et c'est ce qu'on a fait depuis 11 ans, avec un business donc un peu atypique, puisque nous, on n'est pas producteur, on n'est pas distributeur, on n'est pas vendeurs internationaux. Et pourtant, on fait entre 60 et 70 films, on participe au financement de 60-70 films, puisque c'est les producteurs qui les font par an. Donc, c'est une société de services à destination des producteurs. Et si j'ai un constat à faire, c'est qu'effectivement, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas été mauvais ou si c'est l'évolution juste du marché qui veut ça, mais c'est vrai qu'on a eu accès à des films qui, a priori, nous semblaient... absolument pas nécessiter notre intervention, et c'est le cas aujourd'hui. Donc nous on continue sur une ligne éditoriale qui est assez simple. On a commencé par des films qui étaient très, très auteurs. On continue de faire des films comme ça parce qu'effectivement, et c'est pas Marie qui me contredira, mais c'est d'un point de vue technique aujourd'hui, un film qui est d'un budget d'1 million d'euros peut nécessiter l'utilisation d'une copro quadripartite européenne avec de prévente, de l'equity sous un ou deux fonds d'investissement qui rentrent en equity pour backer des ventes inter. De la même manière qu'on retrouve une technicité sur des projets, on va dire, avec des budgets plus importants, donc une facette commerciale plus assumée, et sur lesquels on est ravis d'intervenir aussi. Merci. Alors, je reviens à Marie. Vous avez fait donc un film à petit budget. On se demande souvent de l'extérieur, ces films, est-ce qu'ils sont, même quand ils sont de qualité et qu'ils ont
un succès critique et dans la profession et qui font un certain nombre d'entrées. Est-ce qu'ils sont rentables et comment est-ce qu'on les finance Alors, juste pour rebondir un peu sur ce qu'avait dit tout à l'heure Pierre-Ange Le Pogam, c'est vrai que quand on démarre un film, l'idée c'est quand même de gagner de l'argent. On produit un film parce qu'on aime un projet. On produit un film aussi parce que, moi je suis chef d'entreprise, c'est ma société, j'ai besoin aussi de gagner de l'argent. Je ne suis pas ni mécène ni philanthrope, malheureusement. Simplement, aujourd'hui, on est face à une situation où on a le sentiment qu'il y a une espèce de... Déjà, il y a une concentration des financements sur un certain nombre de films. Il y a un rétrécissement des guichets par rapport au marché, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de spectateurs pour nos films et il y a de plus en plus de circuits de distribution. Vous prenez par exemple, il y a 16 nouvelles chaînes de la TNT, mais aujourd'hui, les guichets de financement sont restés les mêmes. C'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir un système très perfectionné, mais qui s'est peut-être un petit peu sclérosé depuis quelque temps, et que donc on n'a pas imaginé d'autres formes de financement comme celles que peuvent solliciter Backup à l'étranger, notamment sur du financement privé. Je pense que là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, quand on démarre la production d'un film et qu'on est un producteur indépendant, oui, on y croit. On a travaillé beaucoup sur le scénario, parce que c'est quand même, surtout quand on a un réseau qui démarre, c'est quand même le scénario qui va rassurer et qui est la porte d'entrée. Donc on a beaucoup investi en temps, en talent sur les développements et on essaye de convaincre des partenaires. Et c'est là où ça devient compliqué parce qu'on se retrouve en concurrence avec beaucoup d'autres projets, qui ne sont pas forcément sélectionnés uniquement sur des critères artistiques. Et aujourd'hui, moi, mon désir de productrice, c'est avant tout un désir de cinéma. Donc, je produis ce que j'ai envie de voir et j'ai envie de voir des choses très, très différentes. Je prends le film Téléphone arabe, il est sorti, je crois, il y a 2 ans. Est-ce qu'il a déjà été amorti Ah non, c'est un film sur lequel je perds très nettement de l'argent, où je suis quasiment dans une économie de court-métrage. Et vous comptez, donc comment vous payez la différence ? Je ne vis pas, voilà. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une très grande précarisation des producteurs indépendants. On reconnaît tous la précarisation des techniciens, des réalisateurs, des auteurs. Aujourd'hui, on est aussi un grand nombre de producteurs indépendants à payer pour travailler, en gros. Ça, c'est une vraie question. Et pourtant, nous sommes censés être des entreprises, en travaillant 70 heures par semaine également. Bon, après, c'est vrai que c'est une passion, que moi, c'est vrai que chaque film est unique. Donc, à chaque fois qu'on démarre une aventure, si elle se solde par un... On ne peut pas dire que ce soit totalement un échec, mais en tout cas par un échec financier, on remonte en selle et on part sur les autres projets en espérant que les prochains projets, eux, marcheront mieux. On est dans de l'artisanat. Alors c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup parlé d'industrie, mais je pense qu'on est plus dans l'artisanat que dans l'industrie. Il n'y a pas de modélisation possible du système. En tout cas, sur moi, le type de film que j'ai envie de produire et de défendre, il n'y a pas de recette. À chaque fois, je suis obligée de réinventer comment raconter, comment financer, comment distribuer, comment séduire, et que à chaque fois il y a un risque, c'est-à-dire que je ne sais jamais exactement à quoi ressemblera le film à la fin, comme pour tous les partenaires, et c'est aussi une des contraintes intrinsèques à notre secteur d'activité. Jean-François, toi, encore une fois, qui as une longue expérience de film, est-ce que tu as, malgré tous ces guichets, est-ce que vraiment il y a très nettement... est-ce que la situation est devenue plus dure que dans le passé ou pas d'abord Oui, effectivement, pour moi, la situation est beaucoup plus dure que par le passé. Par contre, j'ignore si c'est parce que j'ai vieilli et que j'ai moins de patience ou si c'est parce qu'objectivement, elle est devenue plus dure. Je crois qu'elle est objectivement devenue plus dure. Parce que moi, ce qui me frappe par rapport à il y a 15-20 ans, c'est qu'aujourd'hui, on produit plus de 200 films par an en France. C'est extrêmement difficile, c'est paradoxalement beaucoup plus dur de trouver un financement pour un film à moins de 2 millions que pour un film à 6, 7 ou 8 ou 9 millions d'euros.
Si on y arrive, sur les films à plus gros budget, qui sont au-dessus d'un budget de 4-5 millions d'euros, ils sont forcément dans le marché. Par contre, les films à beaucoup plus petit budget, j'ai l'impression qu'ils sont marginalisés dès leur mode de production. Ils vont parfois arriver à exister avec beaucoup de sacrifices, avec parfois des techniciens qui acceptent d'être payés 20-30% en dessous des barèmes syndicaux. Ils vont se faire dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Parfois des producteurs vont prendre beaucoup de risques aussi. Donc le film va se faire, ça va faire un film de plus dans les statistiques du CNC, ça va nous permettre de dire que le cinéma français se porte bien, qu'il est en grande vitalité parce qu'il produit 200 et quelques films. Mais en réalité, ces films n'ont quasiment aucune chance d'exister dans le marché. Ils n'ont quasiment pas de distributeur, ou s'ils ont un distributeur, ça va être dans des conditions de sortie qui n'auront aucune lisibilité. Parce que là aussi, je pense que par rapport à ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans, on pouvait avoir un certain nombre de surprises aujourd'hui, et même avec la diffusion numérique, ça serait amplifié, c'est-à-dire que où on existe, la concentration se fait au niveau des circuits, et où on existe massivement en amont, où on a un film qui est attendu, qui va être installé, qui va être médiatisé, où le film n'a quasiment aucune chance d'exploser en sortant sur 2 ou 3 copies. Donc je pense que c'est... Non mais... Si le film sort sur 2-3 salles à Paris... Ces films se font avec des distributeurs au plan de financement. Simplement, c'est vrai qu'il y a un problème d'exposition. Et en même temps, il y a plein de pépites. Enfin, ces films peuvent rencontrer un public. Moi, j'ai plutôt l'impression aujourd'hui d'être dans la situation d'un épicier bio face à Carrefour. Les produits bio sont très bons. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs qui apprécient le bio. Par contre, ils n'en trouvent pas partout. Il y a un vrai problème de concentration en termes de distribution. Bon, c'est bon signe parce que Carrefour a fini par ouvrir un petit coin bio. Et donc... les multiplex ont des salles à réessai, oui. Oui, sur l'exposition, il y a 600 films qui sortent par an en France, c'est-à-dire 12 par semaine. C'est évident. Moi, je rappelle toujours, il y en a 3-4 qui vont attirer l'attention. Et puis les autres, les circuits, prennent les films et disent, de toute façon, la semaine d'après, moi, j'en ai 4 à rentrer. Hein, donc, il y en a 4 qui doivent sauter. Et très souvent, des films qui sont des films qui ont du succès et qui marchent. Je vais à la 3e semaine les voir et on me dit « Ah non, vous pouvez le voir dans la séance de l'après-midi en semaine, c'est même plus en permanent sur les Champs-Élysées. » Donc, mais ça, c'est le marché qui le crée. Mais pour les... Le marché, il a bon dos, on lui fait dire ce qu'on veut aussi au marché. C'est tel qu'il est là parce que en plus les circuits, comme il y a des cartes permanentes, il faut qu'ils justifient, il faut qu'ils aient maximum de films, y compris les films qui étaient à réessai, ils les veulent aussi pour justifier leur carte permanente. Donc ils les prennent aux salles à réessai, qui disent en contrepartie, moi je veux diffuser des films plus commerciaux. Donc voilà, donc ça c'est, on est un peu dans la logique des hypermarchés. Et il y a très très peu de films disons un petit budget qui tiennent 1, 2, 3, 4 mois, parce que quand on discute de la chronologie des médias, moi je vois plus de films qui sont encore 4 mois après à l'affiche. Mais je reviens aux producteurs. Quand on est dans des budgets de 5 ou 6 ou 7 millions, de toute façon on ne peut pas les faire si on n'a pas des financements de chaîne, j'imagine. Et est-ce que là ça devient également de plus en plus difficile de trouver à la fois Canal+, plus une chaîne gratuite. Bon, Canal+, c'est assez simple. Ils ont besoin dans leur grille aujourd'hui, ils ont besoin de 104, 110 films nouveaux par an. Bon, très justement, ils vont forcément... ils ont en plus besoin... c'est dans leurs obligations, mais en même temps, je pense que, fort heureusement, c'est dans leurs obligations, mais ils n'en ont même pas réellement besoin parce qu'ils ont besoin d'offrir une grande diversité. Canal+ a besoin d'être sur un certain nombre de gros films porteurs, mais ils ont aussi besoin d'être sur des films de niche, sur des films... ils ont besoin de satisfaire des abonnés qui, par définition, sont plutôt des gens cinéphiles et qui ont envie de pouvoir trouver une palette assez large. Donc, il me semble que Canal+ a forcément intérêt à ne pas préacheter les 110 films
les plus chers ou les plus gros sur le papier, mais ils ont besoin d'acheter les 110 films qui leur semblent, après on peut discuter des critères, mais en tout cas qui leur semblent sur le papier être le plus représentatif de la diversité du cinéma et correspondre un peu aux attentes les plus diverses de leurs abonnés. Donc avec Canal, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir que bon, forcément, ils vont faire plus d'un refus sur deux, puisque ils ne peuvent pas préacheter plus de 110 films par an. Bon. Avec les autres chaînes, le problème est différent. Bon, les chaînes privées, très vite, depuis pas mal d'années, elles ont évolué, que ce soit M6 ou TF1, on connaît leurs choix, bon, on connaît leurs critères. Ensuite, il y a le service public et Arte. Alors évidemment, dans la mesure où les chaînes, au fil du temps, les chaînes privées comme TF1 et M6 sont devenues de plus en plus sélectives, il y a des tas de films qui se sont portés uniquement sur le service public. Donc effectivement, là aussi, il y a un problème de nécessité de choix. Bon, on peut discuter des critères. Moi, je ne sais pas tellement ce que je mettrais en cause au niveau du service public. En tout cas, je trouve ce qui est beaucoup plus grave, c'est ce qui me semble, c'est la banalisation du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma n'est pas éditorialisé par les chaînes de télévision, à part Canal, parce que c'est son intérêt. Et d'ailleurs, il y a eu un moment, au moment où Canal allait très mal, il y a eu toute une réflexion en interne sur comment rééditorialiser le cinéma à Canal+. Canal a fonctionné depuis sa création pendant très longtemps sur le fait qu'on ouvrait un robinet, que les abonnés étaient là et qu'il n'y avait pas de soucis. Il y a eu quand même une grave crise à Canal+, qui les a amenés à éditorialiser le cinéma chez eux, et qui a donc permis à Canal de repartir en termes de conquête d'abonnés. Dans les chaînes publiques, pour moi, le principal défaut, c'est qu'il n'y a aucune éditorialisation du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des obligations de préachat qui donc obligent le TF1, enfin France 2, enfin les chaînes publiques, les chaînes privées, mais les chaînes publiques qui les obligent à préacheter des films. C'est vécu, je pense, en interne comme une contrainte par toute la chaîne. Dans le meilleur des cas, le président du service public va être content 2 fois par an parce qu'il peut être à Cannes ou à Berlin avec des films qui vont se retrouver en sélection. Mais en interne, les programmateurs des chaînes vivent ça comme quelque chose de dramatique. Et ils considèrent a priori que très peu de ces films sont programmables à 20h30. Donc, je pense qu'à la longue, il y a eu une forme de dévalorisation du cinéma. Et il me semble que rien n'a été fait pour que les films soient bien programmés, pour qu'il y ait des rendez-vous fixes, pour qu'il y ait toute une politique dynamique pour accompagner la programmation des films. Et donc, de fil en aiguille, on nous a expliqué que les films faisaient plus d'audience. Alors, c'est vrai que avec le développement d'Internet, des chaînes on peut effectivement se poser des questions sur l'avenir de la diffusion du film ou du cinéma à la télévision, mais malgré tout, même les chaînes de la TNT qui aujourd'hui se développent, on voit bien sur quoi elles se positionnent. Elles rachètent des vieux films de cinéma qui cartonnent, au lieu d'investir sur... voilà. Donc, je ne sais pas, c'était un peu brouillon parce que j'ai répondu peut-être à côté. Oui, sur les diffusions sur le service public, le CSA m'avait donné des chiffres confidentiels. En gros, c'est à peu près 50% des films préachetés par France 2 et France 3 ne sont diffusés que la nuit. Parce que pour faire leur quota, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième partie de soirée, parce qu'il y a des films, on pourrait dire, bon, pour le prime time, c'est pas suffisant, mais il y a une deuxième partie de soirée qui commence à 10h30, il n'y a pas de deuxième. Alors le France Télévisions dit, ah si, on les diffuse la nuit, et on a une case à 23h55, enfin on les diffuse en deuxième partie de soirée, c'est 23h55 sur la 3. Bon, ça c'est un problème effectivement... important. Ça arrive aussi que TF1 le fasse, mais à 3h du matin. Oui, mais les chiffres de non-diffusion en prime time, les pourcentages sont plus bas sur TF1 et M6. Moi, si je peux être un peu provoquant, parce qu'en une heure, on ne va pas régler tous les problèmes du cinéma français. Enfin, on pourrait essayer, mais... moi, ça m'embêterait d'être dans la salle, parce que j'ai l'impression qu'on a un discours plaintif et attristé de la condition du cinéma. Je vous jure que je n'ai pas du tout les idées de M. Sarkozy quand il était président de la République, mais il faut juste croire au travail. Il faut juste croire que il y a énormément de choses qui sont possibles encore aujourd'hui. Et bien sûr que Jean-François décrit très très bien ce dont est fait notre quotidien, mais après il faut mettre des images sur le métier qu'on fait. Moi, je kiffe
de faire un deal avec TF1. Pas parce qu'ils donnent plus d'argent. Bon, un peu, parce qu'ils donnent plus d'argent. Mais pas seulement. Parce que c'est des gens qui ont tellement depuis longtemps la culture de l'événement. Je sais que quand on va arriver à la période de diffusion du film, ils vont en faire un événement. Et j'ai passé des réunions avec Canal+ à l'époque et avec le mec qui malheureusement est mort chez France Télévisions, à leur dire vous me cassez les couilles avec ce que vous êtes en train de faire, parce que les mecs du sport, Denisot, il a pris le pouvoir, parce qu'il arrive à faire d'un Lyon-Lens à l'époque, ou d'un Lyon-Sochaux, ou d'un Paris-Sochaux la semaine dernière, un événement pour les abonnés. On a l'impression qu'on va assister au... C'est une culture du sport et du spectacle à la télévision qui leur est venue de la boxe aux États-Unis. Souvenez-vous comment ils ont essayé de choper le meilleur du sport et tout ça. Et ils ont fidélisé énormément de téléspectateurs, masculins d'ailleurs pour la plupart d'entre eux, parce qu'on se dit à chaque fois qu'on va voir, on va rester debout jusqu'à 2h du matin, parce que le truc qu'on va voir, c'est unique. Si on le rate, on est des... Alors aujourd'hui, un peu moins, parce qu'on peut récupérer l'info par Twitter, par Facebook et tout ça, ça va beaucoup plus vite. Donc la sacralisation de l'instant du direct est un peu moins... percutante et pertinente, mais le cinéma, faites la même chose. Il faut que quand on va diffuser ce film qu'on a décidé de faire ensemble il y a 1 an et demi, il faut qu'au moment où vous le proposez à la télé, ce soit une fête, de la même manière que votre Lyon-Lens. J'ai vraiment eu ce genre de conversation fréquente avec eux. Et TF1, ils le font naturellement. Ils vous disent, je ne sais pas très bien ce que sont leurs émissions de variété, je ne les regarde en général qu'une fois ou deux pour être au courant de l'air du temps, mais pas pour... Je fais en sorte de ne pas être addict, mais j'ai plein de travail. Mais ils ont le sens de dire, pour un certain nombre de films en tout cas, ce film-là, lundi soir, dimanche soir, mardi soir, ça va être la fête. Soyez au rendez-vous. Soyez là, vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est vrai que le service public le fait beaucoup moins bien, malheureusement. Quoiqu'ils savent le faire pour d'autres sujets et pour d'autres activités. Donc il faut continuer, quand on fait des affaires avec eux, à les provoquer, à leur dire, quand vous allez diffuser ce film, il faut que ce soit une fête. C'est comme ça qu'on gagne. Moi, ma culture, au tout début, c'est d'avoir été un directeur de salle. Et je crois encore à cette idée, et pour toujours. Et c'est vrai en France, c'est vrai au Brésil, c'est vrai au Portugal, c'est vrai partout. Le cinéma, pour les gens normaux qui vont le voir, il faut que ce soit un moment de fête, de réflexion, d'émotion, de profondeur. Le cinéma, c'est quelque chose de... Il faut tout le temps le rendre sacré dans sa dimension même dans sa dimension de commerce. Et c'est vrai que c'est pour ça... Je mélange tout, pardon, moi je fais comme Jean-François, je prends la parole. C'est pour ça que quand on faisait un film comme Taken, par exemple, je faisais en sorte que les gens dans le monde entier ne sachent pas que c'est un film français. Parce que j'ai envie tout simplement que les étudiants brésiliens qui ont 18-19 ans, qui ont envie de faire la fête et qui se disent tiens, je vais avoir Taken, ce film dont tout le monde me parle avec Liam Neeson, ils y vont sans se poser la question de la nationalité du film. Je ne vais pas mettre un drapeau français en disant allez-y, c'est français, parce que éventuellement on va perdre des parts de marché à vouloir absolument développer nos chapelles et dire à quel point ce qu'on fait en France est très très bien. Et c'est la même chose avec les télés. Et c'est la même chose dans les salles de cinéma. Il faut donner envie, tout le temps, donner envie aux gens de découvrir des choses. N'oubliez jamais que on fait des films, on est passionné. Ce qui est fondamental pour les gens, c'est l'éducation de leurs enfants, leur habitat, leur baguette de pain, enfin leur nourriture, leur carburant. Aller au cinéma, c'est du temps que vous consacrez en dehors de vos obligations. Donc il faut faire rêver. Est-ce que le fait que tu es également distributeur, c'est-à-dire tu as démarré d'ailleurs la nouvelle entreprise, c'est d'abord les distributions, est-ce que c'est pour maîtriser justement la promotion des films que tu produis, ou c'est parce que économiquement tu répartis tes risques? C'est les deux, c'est économique, c'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, je me dis que j'ai intérêt à conserver le métier de distributeur parce que je capture la marge du métier de la distribution, si j'arrive à bien gérer mes risques. Et l'autre partie, c'est un peu parce que je suis un peu arrogant et orgueilleux, et que je suis passionné de marketing, passionné de cinéma, et que je suis très inquiet de voir la banalisation des gestes de quantité d'intervenants de ce métier. Donc je me dis, tant qu'à faire, si peut-être un jour je vais faire la rencontre avec un autre groupe et
et je vais m'amuser sur le marketing avec eux, ça m'arrivera peut-être. Mais tant qu'à faire, pour moi, il s'agit, quand on sort un film, de toujours prendre des risques et d'être à la rupture de ce que les autres n'ont pas pensé à faire pour provoquer l'étincelle et provoquer la notoriété. Je préfère faire ce métier moi-même parce que c'est un métier de dingue, parce qu'elle avait raison, il faut bosser 15 heures par jour et qu'on est de plus en plus en face de grands groupes où les gens, où tout est géré de manière à ce qu'ils travaillent 8 à 9 heures par jour et puis à 9 heures du soir, le film, c'est plus leur problème, ils ont d'autres soucis. Alors que, voilà, moi, c'est pas ma vie. Jean-Baptiste, oui, c'est le point commun entre Pierre-Ange et Sissi Impératrice, c'est qu'effectivement, ils veulent être face à leur destin et contrôler tout ça. Mais non, moi je me souviendrai que tu m'as traité de Sissi. Je sais pas, je le sentais, je l'ai dit comme ça. Non, en plus, je me retrouve tout à fait dans ton premier sentiment, qui est que si c'est effectivement pour se réunir juste après le déjeuner et rentrer dans une espèce de plainte comme ça, je trouve ça effectivement dans un bel auditorium, je trouve ça relativement indécent parce que le plaisir qu'on prend à faire notre métier fait que de toute façon, je crois qu'il faut une attitude un peu pugnace. Si on parle de show business et la partie show, de la même manière que effectivement TF1 arrive à bien effectivement avoir une culture de l'événement, j'allais dire les premiers rouages de ce show business-là, c'est effectivement les producteurs qui, je crois, doivent événementialiser de toute façon chacun de leurs projets et effectivement insuffler énormément d'énergie, de passion, parce que c'est effectivement de cette étincelle-là que je suis tout le reste jusqu'à la distribution sur des supports moins identifiés que la salle. Après, je perçois un malaise. Parce qu'on a effectivement 3 producteurs avec des profils et des parcours assez distincts. J'ai l'impression qu'effectivement tout le monde est plutôt d'accord sur le fait que c'est pas la fête du slip. Et pour autant, on s'assoit tous sur un constat simple qui est qu'on est quand même dans un territoire archi-privilégié. Et je pense qu'il faut, pour bien comprendre et essayer de mettre des mots sur ce malaise qui plane, bien comprendre qu'effectivement l'ensemble des dispositifs aujourd'hui qui existent en France sont orientés vers les œuvres. Et si on doit faire un raccourci, et je pourrais m'y arrêter, mais si on doit faire un gros raccourci, les œuvres des producteurs sont riches, les producteurs sont pauvres aujourd'hui. Et c'est un constat qui, pour moi, si vous voulez, mérite de s'y arrêter quelques minutes. Parce que pour moi, il est, si on le suit, si on en suit les conséquences, il est peut-être à la source du trop grand nombre de films français aujourd'hui. Parce que lorsqu'on est effectivement tendu par des lignes de trésorerie, on est obligé de lancer des films en production pour des raisons qui ne sont pas tout le temps les meilleures raisons. Et qu'à un moment, si on est justement faible, enfin, si on est face à un constat de faiblesse des fonds propres des producteurs, c'est peut-être cette problématique-là qui convient, à laquelle il convient de réfléchir et de trouver des solutions, puisqu'on est tous d'accord sur le fait qu'effectivement, pour après financer nos œuvres, qu'elles soient petites, grandes, moyennes, rondes, carrées, alors c'est jamais facile, et loin de moi l'idée de dire que c'est simple, mais en tout cas, effectivement, on dispose d'un grand nombre de ressources pour financer quand même une grande diversité de films encore sur notre territoire français. Est-ce que ça veut dire que vous seriez favorable à ce qu'on impose un capital minimum aux entreprises de production Alors, j'ai moi-même, au tout début, lorsqu'il y avait un capital minimum, et étant moi-même ancien avocat, contribué à faire en sorte que des sociétés puissent s'immatriculer parfaitement immatriculés avec des capitaux sociaux minimum à plusieurs zéros, alors qu'en fait les fonds propres étaient sans doute pas en adéquation avec le capital facial, parce que vous savez qu'on peut enregistrer beaucoup de choses, des apports en industrie, des scénarios, des choses comme ça, qui font que bon, on a un capital facial minimum qui le fait bien, mais par contre effectivement sur le compte en banque, on n'est pas raccord avec ça. Je crois que le simple fait d'imposer, pour moi, avoir un capital social minimum, c'est comme interdire la pauvreté à Paris. C'est une solution qui plaît à tout le monde. Pour autant, est-ce qu'on serait sûr qu'on arriverait à une extinction de la pauvreté? J'en doute. Non. Pourquoi pas essayer? T'as raison. On n'a pas essayé. Interdire la pauvreté, on n'a pas essayé. Sissi Impératrice recommande l'interdiction de la pauvreté.
Et non, pour autant, je pense qu'il y a des solutions là-dessus, des solutions, notamment on parle de la banque publique d'investissement, dont en gros la ligne directrice est d'aider les entreprises innovantes tournées vers l'export. Il me semble que effectivement notre industrie peut, à mon avis, cocher pas mal de cases sur les lettres de cadrage de cette banque publique d'investissement, et qu'elle pourrait être tout à fait à même de renforcer, de n'avoir, sans en plus que ça justifie une augmentation démentielle des aides sectorielles, qu'elle puisse contribuer à renforcer effectivement les fonds propres de l'industrie. Qu'on s'attaque à la santé des producteurs, je pense que c'est la meilleure manière de continuer de développer, de produire, de livrer des œuvres qui sont de toute première qualité et qui ont vocation, et on l'a bien vu récemment, à conquérir le monde, que ça soit dans des succès d'estime, des prix, des Oscars, mais aussi des succès populaires comme Intouchable l'a bien montré, alors que j'ai passé beaucoup de temps à dire que pour une raison que je ne m'expliquais pas, notre sens de l'humour s'exportait mal. Je suis ravi qu'on puisse me montrer que j'ai tort. Voilà. Et justement, on constate que bon, on est arrivé à 200 millions de spectateurs, on les a dépassés, peut-être qu'on va redescendre cette année en dessous. Mais enfin, c'est une asymptote. Si on produit plus de films, les entrées vont se répartir entre plus de films. Mais est-ce que le marché international, de votre expérience, il y a un potentiel important, donc pas uniquement pour les films, enfin, en anglais, quand on regarde les exportations, c'est une dizaine de films qui font le gros des exportations. Est-ce que vous pensez que, de vos connaissances du marché international, il y a un potentiel, on l'a vu avec Intouchable et puis The Artist, mais est-ce qu'on peut aller plus loin si on l'ose ? Et on peut... Alors, effectivement, de toute façon, vous pourriez adopter le même raisonnement sur la salle France et dire qu'effectivement, c'est une dizaine de films qui font le gros des entrées salle France. Oui, pour autant, il ne faut pas se laisser avoir un constat pessimiste qui dit qu'à part ces 10 films-là, rien ne se vend. Et d'ailleurs, il faut reprendre l'idée d'industrie prototypique dont Pierre-Ange parlait tout à l'heure. Par exemple, sur un marché qu'on dit sinistré, on arrive à vendre du film de zombies français, messieurs, dames, oui, parce qu'il y a des zombies français qui, effectivement, allaient prévendre, alors que tout le monde dit qu'on ne peut plus prévendre. Sur l'Allemagne, alors que tout le monde dit que l'Allemagne est un territoire sinistré aujourd'hui, alors ce n'est pas des montants comparables à ceux des achats d'Intouchable, mais ce n'est pas la même économie non plus. Donc, à un moment, effectivement, sur un préachat, effectivement, allemand de quelques centaines de milliers d'euros sur un film de zombies, vous pouvez changer la donne d'un producteur, oui, tout à fait. Et des exemples, nous en plus, une des Sofica que nous gérons dans le groupe Backup, c'est même spécialisé dans le financement du potentiel export des longs métrages de cinéma et des séries télévisées. Donc ça veut dire que nous n'investissons jamais sur une valeur française, une énième diff télé hertzienne ou voilà, sur lesquelles pas mal de nos confrères se sont déjà positionnés, mais que nous cherchons des films français qui ont un centre de gravité qui dépasse leur territoire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire un film français qui dépasse son territoire? Regardez notre filmographie, de chansons d'amour au film de zombies, voilà, il y a énormément, que ce soit le ménage à trois, les zombies, il y a énormément de thèmes, d'histoires sur lesquels je crois aujourd'hui qu'on a montré qu'on savait très bien traiter. Je crois que notre niveau à la fois socioculturel, le niveau socioculturel français moyen, et la technicité et le talent de nos producteurs font que nous sommes en avance sur notre manière de traiter un certain nombre de sujets et que nous exerçons, je ne sais pas pourquoi, une certaine fascination dans encore pas mal de territoires. Alors, même si je comprends ce que tu dis, Pierre-Ange, lorsque tu dis que tu voulais pas que Taken soit connoté comme un film français, parce que tu es dans un genre aussi dans lequel nous ne sommes pas encore crédibles. Et d'ailleurs, très franchement, si on m'avait dit... je salue, moi, le travail des grands producteurs de la décennie passée, parce que si on m'avait dit, lorsqu'on a commencé Backup, qu'une société française pourrait faire la tête du box-office américain pendant 8 semaines consécutives, si je ne me trompe pas, je n'y aurais pas cru, c'était impensable. Aujourd'hui, c'est possible. Si on m'avait dit, il y a 10 ans, qu'on gagnerait des Oscars, pas en tant que meilleur film étranger, en tant que meilleur film tout court, j'y aurais pas cru. Aujourd'hui, c'est possible. Et on peut tous s'engouffrer dans cette brèche-là. Donc, il y a déjà, effectivement, j'allais dire, les niches qui sont déjà identifiées sur lesquelles nous sommes crédibles. Mais
Je ne voudrais pas qu'on puisse croire que ces niches-là sont un ensemble déjà prédéfini et exhaustif. Les niches, créons-les. Si on a des nouvelles et Pierre-Ange nous montre qu'on peut être crédible sur un certain type de film sur lesquels, a priori, on ne nous attendait pas. Non, mais moi, c'était pas. C'est que je préfère, pour des raisons évidentes, que les gens sachent après que c'était français, quand ça a été un succès et qu'ils ont apprécié le film. C'est ça qui valorise au fur et à mesure l'image du cinéma français à l'international. Bien sûr, tu as raison, il y a une filière du cinéma en France qui est enviée, même parce qu'elle est extrêmement professionnelle. Et on a la chance que, grâce à tout le système dans lequel on fonctionne depuis plusieurs années, la filière producteur, distributeur, talent est absolument exceptionnelle par rapport à d'autres cinématographies dans le monde. C'est une réalité. Néanmoins, il faut nous aider tout le temps à ce qu'on soit les meilleurs producteurs et les meilleurs distributeurs et les meilleurs vendeurs à l'international possible, parce que le marché, c'est quand même une réalité et de plus en plus difficile. On arrive à vendre très bien certains films français à l'international, mais comme il y a de plus en plus de films qui se font, on a la responsabilité de faire des succès, par exemple, parce que c'est grâce à certains succès, comme ceux que Jean-François a magnifiquement produits il y a plusieurs années, ou comme Intouchable très récemment, que certaines structures de distribution indépendantes qui sont importantes à l'étranger et qui sont les concurrents des studios américains peuvent vivre. Et plus on assure leur pérennité d'existence grâce à des succès, plus ils sont accueillants pour d'autres films. Donc il y a des effets de boule de neige en permanence. Alors, je vais passer la parole à la salle s'il y a des questions ou des interventions. Là, allez-y, présentez-vous. Bonjour, Éric Guichard, directeur de la photographie. J'aurais deux questions. La première, aux États généraux de la FICAM, il a été dit qu'en 2011, il y avait eu 100 nouveaux producteurs, dont seulement 30 étaient encore là en 2012. La deuxième question, enfin, qui concerne aussi la première, c'est qu'il y a un peu plus de 220 films qui ont été produits dans cette même année, mais 60 films n'ont pas été enregistrés par Audience. Audience qui donc gère les fonds de tous les salariés du cinéma. Ça veut dire que 60 films n'ont pas rétribué les cotisations sociales dues à la production de ces films. Donc ma question, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faut aussi assainir d'une certaine manière le fait qu'on puisse produire aujourd'hui et disparaître demain sans laisser de traces? Est-ce que je peux préparer votre réponse, répondre moi, le sentiment de dire il y a en 2011 tant de sociétés et puis ils n'étaient pas là l'année d'après, un producteur il met 2-3 ans pour faire son prochain film, donc à moins qu'on ait été au registre du commerce pour voir qu'ils avaient rayé la société. Ce sont les chiffres de la FICAM. Non, mais je dis comment ils les calculent, à moins qu'on aille au registre de commerce dire ces sociétés ont disparu du registre de commerce, ce qui est possible, hein, je ne sais pas, je me pose la question. Et la deuxième, c'est que sur les statistiques du CNC, quand ils disent on a produit 200 ou 270 films, c'est les agréments d'investissement qui sont déposés avant que le film soit fait, et souvent 1 ou 2 ans. 260, oui. Les 260 dont vous parlez, ce n'est pas les agréments avant, c'est après. Ah, les et agréments là-dedans, il y a absolument tout et n'importe quoi. Enfin, il y a absolument tout. Moi, je ne sais pas, j'ai une amie qui s'est produit elle-même son film en Inde. Elle jouait dedans, elle ne s'est pas payée, son film fait 1h20, elle l'a déclaré, il est dedans. Donc j'imagine qu'elle n'a jamais cotisé à quoi que ce soit, à Audience et tout ça. Il y a ça. Et je pense qu'il y a ce type de film. Maintenant, si vous voulez parler d'autres films sur lesquels des techniciens seraient engagés et ne seraient pas payés, ou leurs cotisations sociales ne seraient pas payées, tout ça, évidemment, je pense qu'il faut absolument lutter contre ça, et que ce n'est pas admissible et qu'il faut faire le ménage. Oui, c'est... Allez-y. Excusez-moi, j'avais une deuxième question. On a beaucoup parlé aussi aux États généraux de la FICAM de ce qu'on appelle la ligne du haut et la ligne du bas dans les devis. On s'aperçoit quand même que la ligne du haut est de plus en plus importante et que la ligne du bas sert de plus en plus de variable d'ajustement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de votre point de vue, une remise en cause de ce fonctionnement où on voit bien que c'est forcément les techniciens qui, à un moment donné,
sont mis à contribution puisqu'ils font partie de la ligne du bas. Quel est le sentiment des producteurs? Marie, commencez. Moi, je pense qu'il faut vraiment voir en fonction des différents types de films. Moi, je peux vous dire que déjà, la toute première variable d'ajustement, c'est le salaire producteur et les frais généraux. Vraiment. Et le salaire producteur, il est dans la ligne du haut, normalement. Donc, c'est vraiment sur tous les films vraiment indépendants, les films qui innovent, les films, oui, à petit budget. La première variable d'ajustement, c'est le salaire producteur et les frais généraux. Moi, en ce qui me concerne, c'est même pas variable d'ajustement, parce que pour moi, le salaire producteur ou les frais généraux, c'est mentionné au devis, c'est dans le coût du film. J'ai rarement pu financer un film de telle façon que j'ai pu me payer mes frais généraux et mon salaire producteur. Bon, mes frais généraux et mon salaire producteur, bon, peut-être une partie des frais généraux parfois, mais sinon, c'est si le film gagne. Ça a toujours été... Alors évidemment qu'aujourd'hui on est dans une autre logique, ce à quoi faisait allusion Pirange tout à l'heure. On est parfois dans un système où, et je ne juge pas, hein, un certain nombre de producteurs qui s'adossent à des groupes finissent par occuper presque une situation de salariés de luxe de ces groupes. Et les groupes ferment un peu les yeux, y compris sur le devis du film, et à ce moment-là, tout le monde a intérêt à ce que le devis soit finalement assez élevé, que ces producteurs puissent afficher un salaire producteur qui a un pourcentage du devis et des frais généraux qui sont des pourcentages du devis, totalement financés par des groupes. Alors effectivement, là, on va se retrouver dans une situation où on va gagner en fabriquant le film. Et mais bon, on est dans un système qui est plus proche d'un système américain. Bon, pourquoi pas. Moi, j'ai jamais été dans cette démarche parce que moi, je fais partie de la vieille école et parfois même jusqu'à l'absurde, c'est-à-dire à considérer qu'il faut garder ses mandats de commercialisation, le maximum de parts sur le film, quitte à moins le financer. Ça va à l'opposé de la logique des groupes, parce que si j'arrive avec un projet qui a un gros potentiel et que je vais vers un groupe et que ce groupe, il va vouloir me prendre la totalité des mandats, ou il va vouloir... donc on est dans cette logique-là. Alors pour revenir sur cette histoire de Below the Line, et effectivement, moi producteur, je trouve scandaleux, inadmissible que par exemple sur un film aux alentours de 4 millions, une seule personne, un acteur, capte 15% du budget, du coût total du film. Je trouve quelque part, ça me gêne. Je préférerais qu'il y ait un système à condition que tout le monde joue le jeu, y compris les producteurs, donc y compris les distributeurs et les salles, que tout le monde puisse jouer le jeu sur une vraie participation. Parce que quel est le prix réel de quelqu'un, d'un comédien? En réalité, il n'existe pas, le vrai prix d'un comédien. Comment le définir? Si vous faites un film, vous payez quelqu'un, je sais pas moi, 1 million d'euros, le film est un échec, vous allez dire, je l'ai trop payé. Si vous le payez 1 million d'euros, que le film est un énorme succès, le comédien va dire, j'ai été sous-payé. Donc la seule façon, ça serait d'associer effectivement, d'une façon mais réelle, quelqu'un au succès du film. Et à ce moment-là, ce problème se poserait moins. Mais effectivement, je trouve quelque part, ça me choque qu'un comédien ou une comédienne puisse capter 12-15% du budget d'un film. Entre nous, c'est quasiment le montant de l'avance sur recette. Par exemple, on pourrait dire, tiens, l'avance sur recette, 400 ou 500 000 euros sur un film, part entièrement pour un comédien. Oui, ça me choque. Et ça me choque que les techniciens... qu'ensuite ce soit les techniciens qui jouent le rôle de variable d'ajustement, tout comme ça me choque lorsqu'on reste sur les comédiens et le casting, où finalement, on va discuter, le producteur va discuter avec les agents sur les 3 ou 4 rôles principaux, ensuite on va filer un budget au directeur de prod qu'il va régler, qui va essayer de gérer, et ce budget il va être extrêmement rogné. On va avoir la participation d'un comédien ou d'une comédienne pourtant très connue qui vient jouer un jour, et on va lui proposer le barème, le minimum syndical à quelqu'un qui joue à l'Académie française, qui est très connu, tout ça. Je trouve ça scandaleux. Je trouve, bon. Mais si on va par là, il y a beaucoup de choses dont il faudrait qu'on discute. Je trouve entre nous que l'histoire du barème syndical est absurde. Enfin, est absurde. Non pas, il faut qu'il y ait un barème syndical et un minimum syndical. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais
on est dans une situation absurde aujourd'hui, parce que finalement, quand on paye au barème syndical quelqu'un, on va payer bon, mis à part des chefs op qui, la plupart du temps, fonctionnent un peu différemment, mais beaucoup de chefs de poste, on va les payer aujourd'hui au même prix qu'il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une expérience, qui a fait beaucoup de films, va être payé de la même façon que quelqu'un qui démarre. C'est pas logique. Il faudrait qu'il y ait, dans toutes les professions, malgré tout, on paye un petit peu plus des gens qui ont plus d'expérience. Or, curieusement, c'est pas le cas. Enfin bon, tout ça, c'est un vaste débat. Hein, mais... Sur ces questions, la même que tout ce qui a été dit. Moi, je connais pas de... Je pense que les budgets de films sur lesquels la ligne du haut, le above the line, est traité dans les conditions que vous décrivez, c'est très très rare à mon avis, et c'est pour quelques très rares producteurs qui, comme le dit Jean-François, sont proches des groupes. Et franchement, ça doit être... Mais je pense que c'est même pas une dizaine de films par an. Chaque producteur aujourd'hui, quel que soit son niveau, il travaille d'abord avec ses équipes sur le bas de la ligne. Et puis après, le haut, c'est de la participation. Il n'y a pas d'autre modèle économique aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez pas demander au marché de financer ou surfinancer l'ensemble des frais généraux et l'ensemble des rémunérations producteurs. Ça n'existe plus. Les chaînes, ce qu'on a dit dans la presse, c'était que c'était les chaînes ou les distributeurs qui exigeaient d'avoir tel comédien, et donc ça faisait monter le dessus de la ligne. Oui, oui, bien sûr, encore une fois, pour certains films. Mais on va pas refaire moi, j'ai failli faire un tweet en janvier en disant qu'est-ce que c'est triste, il n'y a plus de tribune Maraval. On y a eu droit qu'en décembre. Mais donc autant je trouve presque merveilleux que dans un monde un peu endormi, il ait mis un gros coup de pied et qu'il a eu cette attitude très rock'n'roll qui a quand même l'avantage d'avoir provoqué quantité de débats. Maintenant, les données du problème sont fausses, totalement fausses. Et encore une fois, ces dérives sur certains comédiens, sur certains artistes ne sont pas justes. C'est très très rare. Et puis c'est la responsabilité du producteur de savoir comment il monte son film. C'est lui qui a la responsabilité financière de son film. Aucune chaîne de télévision ne te dit « je veux que tu prennes tel acteur et je veux que tu le payes tel prix ». Une chaîne de télévision te dira « je veux que tu prennes tel acteur parce que ça m'intéresse plus que tel autre acteur, mais si tu pouvais le payer 0, ça m'arrangerait bien parce que tu me demanderais moins ». C'est évident. Jean-Baptiste, là-dessus, vous avez quelque chose à dire ? Moi aussi, pareil, entre Noël et le jour de l'an, il ne se passe pas grand-chose. On ouvre les huîtres. Et donc, effectivement, la tribune de Vincent a eu au moins l'effet de faire une déflagration punk dans une période qui, normalement, est assez atone. Après, effectivement, je déplore que le prisme soit faux et que les chiffres aussi le soient, ce qui est bon. Sur une tribune financière fait quand même beaucoup d'inexactitudes pour, en tout cas, ancrer un débat serein. Et nous, évidemment, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Pierre-Ange sur le fait qu'effectivement, c'est un producteur. Moi, à la limite, d'un point de vue strictement financier, si un producteur arrive à, effectivement, renonce à son salaire producteur pour garder le film dans une économie qu'il a estimée comme raisonnable et surpaye, à mon sens, un acteur aux dépens de ses propres frais généraux, de son propre salaire, ça met, entre guillemets, complètement égal, en tout cas, pour mon métier. C'est de toute façon le producteur, c'est une décision de production que de payer Guillaume Canet 800 000 € pour 4 jours de tournage. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour. Sophie Vaillant, infographiste en effet visuel. Moi, j'ai une question toute simple et très naïve pour les producteurs. On parle de cas de figure où, comment dire, le film est fragile, a du mal à se monter financièrement, se fait et c'est un énorme succès. Donc souvent, moi j'entends que les acteurs ont une participation au succès du film. Ma question, c'est est-ce qu'il a été envisagé, une fois, un jour, à un moment donné,
qu'on puisse faire une participation pour les techniciens qui ont collaboré à ces films quand il y a un énorme succès, justement. Oui. Les participations sont négociées non pas par les artistes eux-mêmes, mais par des agents. Les comédiens sont représentés par des agents. Quelques techniciens maintenant d'ailleurs sont représentés par des agents. Mais en gros, quand vous êtes producteur et responsable de la bonne économie de votre film, vous négociez les participations sur des gens qui font des efforts sur leurs tarifs. Déjà, puisque c'est une participation, elle vient en échange d'une prise de risque. Donc, il n'est pas rare si vous estimez que, franchement, la valeur de marché de tel artiste est de 500 000 € et que, pour des raisons budgétaires, il accepte de faire le film pour 200 000 €, il est pas rare d'avoir une conversation où on se dit, quand le film sera amorti, on fera une participation qui sera de tel ordre, au même titre qu'il peut être tout à fait discuté avec certains techniciens ou l'ensemble des techniciens, de dire en fonction de tel effort que vous allez faire pour que l'économie du film rentre dans le domaine des possibles, il y aura des systèmes de participation. Franchement, cette conversation-là, elle est extrêmement rare parce que tout se fait toujours dans la précipitation. Et il est très difficile de réunir une équipe entière pour avoir cette négociation avec eux. Donc en général, moi en tout cas, je ne sais pas pour les autres, je fais toujours en sorte de ne pas avoir ce genre de débat et que les tarifs syndicaux soient respectés. Mais ça m'est arrivé dans le passé d'avoir affaire à une équipe qui avait fait des efforts parce qu'on avait du mal on avait beaucoup d'heures supplémentaires qui étaient dans le domaine des imprévus, on avait du mal à les faire. Et quand le film a été un succès, par chance il l'a été, j'ai payé une semaine, puis une deuxième semaine supplémentaire à l'ensemble des techniciens. Je dis pas ça pour recevoir des... Mais voilà, je sais que c'est le genre de discussion qu'on peut avoir. Dans les 2 projets de nouvelles conventions collectives, il est prévu que des films en deçà d'un certain budget peuvent payer moins que les tarifs syndicaux les techniciens, mais qu'en contrepartie, ils ont un intéressement au RNPP, s'il y en a. Donc il y a le désaccord, c'est sur le montant, le budget à partir duquel, en dessous duquel on joue ce mécanisme. Mais l'idée est dans l'air. Naturellement, les syndicats disent, mais vous savez, il n'y a quasiment jamais de RNPP, donc vous nous payez en monnaie de singe. Mais c'est une bonne question. Hein. Oui. Oui, Yves-Marie Omnes, ingénieur du son. Je crois que la vraie question pour nous, techniciens, c'est qu'on a absolument très peu d'informations et très peu de visibilité sur les remontées des RNPP, et que pour nous, c'est très difficile de donner un accord à quelque chose sur lequel on n'a absolument aucune information. Et je pense que ça crée beaucoup, beaucoup de malentendus, ces choses-là. Qu'il y en a beaucoup. Est-ce que, par exemple, Backup, vous avez une vision sur les souhaits? Non, mais est-ce que... Moi, on me dit... J'ai fait une interview de Didier Duverger. Il me dit, s'il y a 10-15 films dans l'année où il y a des RNPP, c'est le bout du monde. Écoutez, ça fait plaisir de voir cet enthousiasme comme ça. Aussi, il y a des RNPP. Il y a des choses, il y en a tout le temps. Mais il faut voir à quoi correspondent ce qu'on appelle les recettes nettes par producteur. C'est-à-dire qu'il y a eu des avances parfois, donc il faut que ces avances soient remboursées avant qu'un film soit positif. Moi, je ne sais pas, j'ai produit il y a quelques années L'été en Pan 12 de Kravzik. Bon, le film avait dû faire, de mémoire, 800 000 entrées en salle. Et on n'avait pas amorti le film. Et finalement, on a fini par l'amortir. Et il y avait un curseur qui était très clair, puisqu'à l'époque, on avait eu l'avance sur recette, et on remboursait l'avance sur recette différemment, pas sur le compte de soutien, enfin, je vous passe des détails, mais c'était sur les recettes nettes par producteur, une fois qu'elles devenaient positives. On a fini par amortir ce film, mais 10 ans plus tard. On a fini par l'amortir avec d'autres passages télé, où là, le film s'est amorti, et le film est devenu positif, mais 10 ans après. En fait, c'est le mécanisme qui est très difficile à comprendre. Et nous, techniciens, on se retrouve toujours seuls face à un producteur, parce que ça nous est certainement tous arrivé, un producteur qui dit « faites un effort et on fait un contrat de participation ». Mais ce contrat, pour nous, il n'existe quasiment pas, parce qu'on ne saura jamais comment ça fonctionne. Et même si je dois avouer que ça m'est arrivé quelquefois de toucher de l'argent,
ce que j'ai touché, je ne sais pas à quoi ça correspond et j'ai aucune maîtrise là-dessus. Alors c'est une problématique qu'on comprend bien, même nous en tant que financiers, puisqu'on on est des fois effectivement dans le même sentiment de solitude et d'isolement, pour reprendre face à un producteur. On va créer backup technicien. Non, en revanche, effectivement, nous avons développé une web app qui s'appelle moviechainer.com, sur lequel, effectivement, qui est un outil de visualisation des structures complexes de répartition de recettes, et qui a pour vocation à faire à tout le moins, en tout cas, qu'on parle de la même chose ou qu'on soit sûr de parler de la même chose. Et je vous invite à aller regarder si vous voulez. Il y a une version démo en ligne depuis une semaine maintenant, moviechainer.com. Voilà. Voilà, et en parallèle, il y a une initiative pour l'instant essentiellement de producteurs audiovisuels, mais qui est aussi ouverte aux producteurs cinéma, qui s'appelle Arecoa. L'idée, c'est de développer un logiciel de reddition de comptes, aussi bien pour les talents, les techniciens, les archives en audiovisuel, avec la possibilité pour les ayants droit, à partir d'un mot de passe, d'avoir accès en fait à ce qui leur revient à leur compte. Alors c'est un logiciel extrêmement compliqué à mettre en place, mais on s'est dit justement avec Backup qu'on allait aussi essayer de travailler ensemble. Excusez-moi de prendre la parole, simplement pour vous dire que, par exemple, sur un film comme Le Nom des gens, qui a fait, je crois, un peu plus d'1 million d'entrées, l'assistant opérateur qui avait mis donc 20% de son salaire en participation, ce qui représente entre 2 000 et 3 000 euros, n'a touché que 90 euros. Donc c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à la manière dont on peut avoir une visibilité sur les RNPP. Mais le producteur Antoine Rhin est le premier à dire que malgré le succès en salle, il a eu très très peu de remontées de recettes. Oui, mais on parle d'1 million d'entrées. Oui, oui. C'est bien le problème. C'est vrai, mais on parle d'1 million d'entrées. Mais imaginez que le distributeur ait mis un minimum garanti, plus les frais d'édition, et sa commission, qui va prendre lui au premier franc. Peut-être qu'il faut voir combien il y a eu de minimum garanti, combien il y a eu de frais d'édition, mais il est possible qu'effectivement le producteur ne revoie rien encore à ce stade-là. Je ne mets pas en cause le producteur, soyons clairs. C'est simplement que le technicien, lui, je pense que si on lui avait dit qu'à 20% de son salaire, il toucherait 90 euros au bout d'1 million d'entrées. Sur la salle seule, attendez, parce que nous, effectivement, si on commence à voir revenir de l'argent uniquement sur les résultats salles, je crois qu'on danse tout nu dans la salle de réunion. C'est de très bon augure. Attendez, ça va arriver. Oui, enfin, on parle d'un film qui a coûté très peu d'argent et qui a rapporté quand même 1 million de spectateurs. Oui. Enfin, moi, je bien suis sûr, pas mais c'est parce chiffres, que le marketing de la salle, à un moment, effectivement, et je pense que c'est sans vouloir rentrer dans des considérations financières trop techniques, mais le marketing de la salle fait double emploi, ou au moins. C'est-à-dire qu'effectivement, il brande un film pour que les gens aillent le voir en salle, mais il le labellise et il fait aussi le marketing pour les autres supports d'exploitation qui sont ensuite en dérivé, et notamment d'ailleurs pour les passages en télé. Plus vous sortez un film largement, plus vos diffuseurs sont heureux. Donc il faut bien voir que cet effort de marketing, qui pour l'instant est imputé uniquement sur la salle, sur les recettes de la salle, va de toute façon avoir des répercussions sur les résultats DVD, VOD, et c'est là-dessus effectivement par contre que vous les êtes fait opposer une fois. L'avantage c'est que vous le ferez pas opposer une deuxième fois, et que donc c'est de bon augure en tout cas dans le cadre de ce film précis. C'est vrai qu'on est dans un discours beaucoup aujourd'hui de rentabilité immédiate. C'est le nombre d'entrées en salle au moment de la sortie, l'audience au moment de la première diffusion, mais qu'on est quand même dans un secteur économique où les œuvres, elles doivent vivre sur la durée. Donc c'est une rentabilité sur la durée. C'est pas juste sur une année. Vous dites à quelqu'un, écoutez, vous faites une économie de 3 000 euros et dans 10 ans, on vous paiera la différence. C'est pas très motivant. Enfin, Monsieur ? Oui, en fait, la vraie bonne question à se poser, c'est de savoir si on a un intérêt, à un moment donné, à ce que les techniciens soient aussi coproducteurs du film. C'est-à-dire que si on leur dit, effectivement, tiens, tu vas faire un effort de 20% sur ton salaire aujourd'hui et tu as la possibilité, peut-être, dans 10 ans, puisqu'on est en train de parler de ces durées-là, de revoir la couleur de ton argent, je veux dire, c'est absolument pas motivant. Et pourtant, on l'a tous fait. Voilà, moi le premier. Donc, du coup, c'est la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on a intérêt à faire ça ? Est-ce qu'on a intérêt à envisager d'avoir une grille salariale avec un variable selon les recettes du film ?
si la condition en face, c'est que le film se fasse ou pas, voilà. Ce que Ah vous oui, disiez ce matin très justement Bien sur sûr. l'écoproduction avec la Belgique, c'est pas du travail qui est retiré aux techniciens français, c'est que de toute façon, le film, dans ces cas-là, ne se ferait pas souvent. Bien sûr. Non, mais tout ça est très, très, très... on est sur le fil à chaque fois. Voilà. Moi, je me souviens d'avoir accepté un film à moins 20% du tarif syndical, de m'être vu bloquer ce film par un syndicat de techniciens, d'ailleurs. J'étais en studio et les gars sont venus et ils nous ont empêchés de tourner. Je me suis vu aussi récupérer la différence en cours de tournage parce qu'on avait eu un financement complémentaire. Voilà, donc avec un producteur intelligent, honnête, et voilà, et avec des gens encore une fois de bonne volonté, et que j'ai pas dû attendre d'avoir 10 ans après une reddition des comptes, voilà, malgré tous les logiciels qu'on puisse inventer. Voilà. Juste également, si tant est que les contrats de participation prennent en compte autre chose que les sorties en salle, donc ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on peut rester à 90 € pour 1 million d'entrées et 10 ans après, rien toucher derrière. Hein. En tout cas, ça montre qu'il y a un besoin pédagogique quand même, ensuite de transparence. Je crois que la plupart des producteurs, ils n'ont rien à cacher. De toute façon, tant qu'il n'y a pas d'argent qui remonte, ils ne peuvent pas distribuer. Et puis après, il y a peut-être des mécanismes à imaginer, peut-être sur le compte de soutien. Les producteurs reçoivent en priorité l'argent du compte de soutien, mais on peut prévoir une ligne pour les techniciens qui se mettent en participation. Il y a beaucoup d'argent quand même dans le compte de soutien, puisque l'État le pique pour réduire ses déficits. Donc mieux vaut l'utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Pardon? Oui, allez-y. Une question un peu générale, c'est que lorsque 40% de la population est considérée comme pauvre ou précaire, est-ce qu'on peut encore considérer l'industrie du rêve comme un art populaire? Et la question qui en découle et qui vous intéressera un peu plus, c'est pensez-vous pas que cet état de fait donne tous les pouvoirs justement aux chaînes de télé qui sont les seuls vecteurs d'accès au cinéma pour une grande partie de la population? 40% en France ou dans le monde? En France. 40% de la population active, bien entendu. On ne compte pas les enfants qui ne sont pas encore considérés comme pauvres ou précaires. 40% des actifs français sont pauvres. Ou précaires. Quelle définition de la pauvreté ou de la précarité vous utilisez? C'est-à-dire un revenu. C'est quand même une statistique effarante. C'est un revenu de moins de 1 700 € par mois pour une personne active. Mais c'est 40% de la population globale. Beaucoup plus que le 40% SMIC des alors. actifs. Non, 40% de la pauvreté, normalement, c'est active inférieur au SMIC. Hein. Parce que la pauvreté, en plus, effectivement, à partir du moment où on a un salaire médian en France à 1 612 €, c'est-à-dire qu'il y a 50% des actifs qui gagnent moins. Voilà, Enfin, il y a beaucoup de pauvres, on est tous d'accord. En somme, une grosse partie de la population ne peut pas accéder aux salles de cinéma au vu des tarifs, ou alors très rarement sur des ratios de 2 à 3 fois par an maximum. Oui. Et donc la télévision devient le vecteur d'accès principal pour cette population. On est tous d'accord avec ça. Donc, d'où l'intérêt du travail permanent qu'on fait auprès des chaînes de télévision pour qu'elles éditorialisent au mieux et qu'elles fassent les meilleurs choix possibles sur les films. Comme ça, au moins, quand les gens regardent la télé, ils voient les beaux films. Le cinéma, ça ne se consomme pas qu'au cinéma. Et puis, je crois que dans ce que vous exprimez, vous sous-estimez l'immense consommation de contenu sur Internet, qui est beaucoup plus puissante que les chaînes de télévision. Nettement plus puissante. Et en plus, il faut saluer les efforts des salles de cinéma qui, justement, aussi pratiquent des tarifs pour les allocataires de RSA. Je pense qu'à un moment, si on... Voilà, je ne vois pas, effectivement, entre le téléchargement... Pierre-Ange, tu ne parlais pas que des choses parfaitement légales, de l'offre VOD légale, j'imagine, lorsque tu évoques... Regarde que les piratés, lui. J'ai dit quelque chose? Voilà. Monsieur, c'est terrible à dire comme ça, mais le cinéma reste un des loisirs les plus accessibles, les moins chers, oui, même dans une salle de cinéma. Ça reste la première pratique culturelle des Français, d'où le fait d'ailleurs que toute la profession s'est mobilisée avec la hausse de la TVA à 10% sur le billet d'entrée dans les salles. Le prix moyen en France est de 6 € le ticket. Et
Mais c'est un loisir qui reste absolument accessible. Moi, franchement, toute personne qui me dit que le cinéma est trop cher me casse les couilles. N'importe quel mec, qui soit pauvre, qui soit riche, quand il va au bistrot, il paye 2,50 € son demi et 2,60 € le deuxième demi, parce qu'il est bourré, il ne s'aperçoit pas qu'on lui facture 10 centimes de plus. Et 6 € le paquet de clopes et je ne sais quoi. Il y a un moment où pour faire tous les jours 20 bonnes de voitures qui sont la plupart du temps inutiles parce qu'il y a une politique des transports en commun qui est quand même extrêmement sophistiquée, et on nous dit que 6 € c'est cher pour aller 2 heures au cinéma, alors que non, ça va. Et le prix moyen, c'est dans les 6 €, 6,20 €, mais il faut savoir que pour les scolaires, de toutes les salles à essai, les salles municipales, c'est 2 €, 2,50 €. Hein. Donc il y a des politiques, des efforts importants, mais c'est vrai que c'est cher pour une partie de la population. Il faut voir aussi que le nombre de Français qui vont au cinéma augmente ces dernières années, assez sensiblement, d'à peu près 10%. C'était 50%, on est monté à 60%. Et puis le cinéma, c'est un film en salle. Sinon, c'est un téléfilm. Hein. Et c'est une différence de nature. Et je pense que quand un réalisateur fait un film pour le cinéma, il ne le fait pas de la même façon que s'il faisait un téléfilm. Donc le fait de passer par la salle de cinéma lui donne sa noblesse, mais ça coûte plus cher qu'un téléfilm. Bon, c'est une sortie chère pour la famille. C'est une sortie... ça, oui. Le jeune couple, les 2 enfants, le parking... le popcorn, parce que les salles de cinéma ont maintenant ce nouveau métier qui consiste à piquer 2 € à tout le monde avec les produits dérivés, ou en tout cas 1,50 €, plus la plupart du temps... 5 € le popcorn. Oui, non, mais je parle de moyenne. Sur l'ensemble des spectateurs qui vont au cinéma, le ticket moyen par spectateur est de l'ordre de 1,50 €, plus l'éventuelle sortie au restaurant qui va avec la sortie cinéma. Oui, pour une famille, c'est cher. Mais en dehors de ça, c'est quand même un loisir tout à fait accessible. Moins cher que Disneyland. Les concerts musicaux. Au club bowling, le karting, le paintball, enfin tous les loisirs de jeunes, quoi. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? La population de cinéma se seniorise de plus en plus. Hein. Chaque année, la moyenne d'âge est de plus en plus élevée. Tu étais parti en disant que tu n'allais pas déprimer tout le monde, qu'il fallait sourire et tout ça, reprendre le poil de la bête. Au contraire, je trouve ça bien. Je trouve ça bien que les gens... que pratiquement maintenant, pour beaucoup de films, une des premières cibles, c'est plus du tout comme il y a 10 ans la mode des 17-25 ans, qui est devenue une cible un peu secondaire par rapport à beaucoup de films. Et aujourd'hui, on est à nouveau sur les 35 ans, 45 ans, 55 ans, et je trouve ça réjouissant, parce que ce sont eux qui sont avides de qualité, de culture et d'enseignement, et ce sont eux qui propagent la belle parole sur les films. Après, selon les statistiques, c'est aussi la classe de population qui a le plus d'argent. On assiste à une précarisation de plus en plus importante des jeunes, qui se retrouvent être la classe de la population qui a le moins de revenus nets par an, alors que la population des seniors est aussi la classe qui actuellement a le plus de revenus. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais donc c'est normal qu'on assiste à une seniorisation des spectateurs, parce qu'on assiste au final une désertion des salles par les populations les plus pauvres, tout simplement. Et surtout démographiquement, fondamentalement, on a quand même une génération de baby-boomers qui est en train qui représente en tout cas une niche d'audience, et avec des films dont on peut saluer le succès. Et si on vivait tous ensemble, des films qui étaient spécifiquement, effectivement, marketés pour cette cible-là. Après, la dernière avant-première que j'ai faite, je crois que c'était Spring Breaker lundi soir, où je vous assure que le public 15-25 ans se porte bien, ils vous embrassent tous. Mais le fait que le gros du public soit de plus en plus les seniors, c'est bon pour le cinéma, parce que c'est un marché qui s'élargit, puisque la population de la France vieillit. Donc c'est plutôt positif pour le cinéma, pendant un certain temps. Qui veut intervenir là-dessus? Allez-y. Bonjour, Mélanie Grofneuf, je suis assistante de production et je voudrais juste revenir sur la question des participations des techniciens et des ouvriers, parce que j'avais l'impression que c'était quand même un peu illégal.
où il n'y avait pas une décision de l'URSSAF par rapport à cette question. Pourquoi ça s'est donc des dernières années plus trop pratiqué par rapport à il y a 10 ans environ. Voilà, donc je voulais savoir voilà, où on est là, si quelqu'un est au courant ou pas. Vas-y. Merci. Pierre-Ange a en partie répondu parce que se pose le problème de la participation lorsque on a quelqu'un qui exige ou qui veut être payé tant et qu'on ne peut pas payer ce prix-là. Donc si on discute avec des comédiens ou avec leurs agents, on va effectivement arriver à l'idée que l'agent demande tant, le producteur veut pas ou peut pas payer ce prix-là, et donc le comédien ou le talent va accepter une participation en échange effectivement de l'effort qu'il va faire. Cette discussion-là, moi, je l'ai pas eue avec des techniciens dans la mesure où j'ai toujours payé les techniciens au barème syndical. C'est-à-dire que si je me trouvais confronté à une situation où il faudrait que je paye moins que le barème, oui, effectivement, à ce moment-là, moi, je serais tout à fait ouvert et disposé à ce qu'il y ait une vraie participation. Mais la participation, il faut bien partir de l'idée que c'est en échange de quelque chose. Et dans la participation, il y a aussi une notion d'être intéressé à l'upside. Et c'est aussi quelque chose sur lequel il faut à l'upside, c'est-à-dire en gros le succès, de ne pas avoir de cap, de seuil maximal de rentabilité, c'est-à-dire que vous êtes intéressé, vous avez une participation qui ne s'éteint jamais. Et ça, je pense qu'il y a un moment, il faut être très précis parce qu'on a un gâteau qui n'est pas illimité et sur lesquels, effectivement, en tout cas, nous, on en parle très simplement, puisqu'on est aussi souvent sollicité sur les investisseurs du film et la place des financiers dans la répartition des recettes d'un film. À un moment ou un autre, il faut être très franc sur effectivement comment est-ce qu'on se répartit le gâteau. Et si le cinéma est aussi une industrie, ça a un corollaire simple, c'est qu'il faut qu'effectivement il y ait une rentabilité pour les investisseurs, qui soit une rentabilité lissée, encadrée, sécurisée. À mon avis, il ne faut pas qu'elle soit trop forte parce qu'on ne peut pas s'aligner avec des taux de rentabilité de pays émergents à 15% annuels. Je ne pense pas que nous sommes aujourd'hui en France capables de livrer ces taux de rentabilité-là. Pour autant, il me semble qu'effectivement les financiers, en tout cas les dentistes de la Côte d'Azur, les pharmaciens de province qui sont nos investisseurs, aient le droit forcément à un upside sur les films, c'est-à-dire en gros d'avoir une position sur les films qui ne s'éteigne jamais. Pour moi, effectivement, c'est l'upside, et je suis désolé si j'utilise un terme anglais comme ça, j'essaie de ne pas faire du Jean-Claude Van Damme, mais pour autant il y a certaines fois un snobisme inversé, c'est-à-dire à vouloir traduire des mots en français que vous n'entendrez qu'en anglais, et je pense qu'upside est un bon exemple de ces mots-là. Je trouve qu'on tombe dans un snobisme inversé. Donc bien sûr. Mais c'est pour ça que je m'arrête là-dessus, mais j'ai précisé que je continuerai d'utiliser le mot upside une fois que je l'ai bien entendu expliquer. Upside ou upside? Upside. Ah, upside. Ah, je comprends mieux. Non, mais moi, je trouve que vous avez raison de l'engueuler. Franchement. Non, mais je crois que plus que l'anglicisme, c'est un vocabulaire financier qu'on ne comprend pas forcément, nous techniciens, et qu'on ne maîtrise pas. Bien sûr. Non, mais ça veut dire qu'en gros, si vous mettez en participation 3 000 €, quand vous êtes arrivé, vous avez récupéré 3 000 €, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer plus si le film fait plus. Avec l'exemple, il a le temps. Hein. Oui. Parce qu'avec 80... Il me vient l'idée d'une plaisanterie un peu provocante, je l'ai dit à l'avance, mais ça pourrait me fâcher avec les techniciens. En fait, dans participation, je vois 2 mots tout à coup, partir ou passion. Vous avez le choix. Voilà. C'est une stratégie de négociation. S'il n'y a pas d'autres questions ou interventions, on est arrivé au bout, parce qu'il va y avoir un débat qui va suivre. Écoutez, je remercie les... Serge, pardon ? Je pense qu'il y a encore des personnes qui souhaitent intervenir. Pardon, est-ce qu'il y a encore quelqu'un ? Moi, je voudrais juste vous poser une question. Ah oui. Producteur, on parle de l'industrie du rêve, hein, c'est le titre de notre manifestation depuis 13 ans. Et en lisant attentivement l'enquête, où il y a à peu près 1200 techniciens qui ont répondu, on sent quand même ce questionnement de savoir si les producteurs
se sentent concernés par la précarisation, la disparition des savoir-faire, et si finalement seuls comptent les effets d'aubaine pour vous? Marie, l'effet d'aubaine. Anne, j'ai pas très bien compris ta question, excuse-moi. Mais non, enfin, c'est clair que y a plusieurs. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de producteurs, il y a plusieurs stratégies de production, plusieurs stratégies de société de production. Moi, je me reconnais pas du tout dans cette notion d'effet d'aubaine. C'est vrai qu'en permanence, je me pose des questions sur ma stratégie en tant que productrice ou société de production, comment continuer à produire des films que j'ai envie de voir. Tout en continuant à vivre et à pouvoir développer une entreprise. Mais effet d'aubaine, non, je ne vois pas du tout. Moi c'est pareil. Enfin, évidemment qu'il y a plusieurs figures ou portraits de structures de production. Mais je pense qu'autour de la table, il y a des gens qui à la fois font le travail financier de producteur et qui ont les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qui participent directement à la production. Il y a effectivement des producteurs qui montent un coup, qui vont être déconnectés de la fabrication, de la réalisation du film, qui vont confier ça à un producteur exécutif, qui lui-même va avoir un directeur de prod. Bon, je pense que la plupart des gens qui sont là autour de la table sont au contraire des gens qui, à la fois sont dans l'obligation de monter financièrement un film, mais en même temps de participer à sa fabrication en étant relativement proche du processus de fabrication, et donc en ayant vraiment les mains dans le cambouis. C'est vrai que moi je me préoccupe du renouvellement, y compris de la formation des talents, le fait qu'on engage de moins en moins de stagiaires, parce que les stagiaires, si on tourne en extérieur, il va falloir les défrayer, parce que c'est vrai qu'il y a 25-30 ans, je me souviens, il y avait beaucoup plus de postes de stagiaires sur beaucoup de postes. Et c'est vrai que c'est un vrai souci, puisque la formation se fait aussi beaucoup sur le tas. Donc c'est effectivement quelque chose qui nous préoccupe. Rien à dire, sinon des propos des magots. Donc moi j'ai la culture de là, le film le plus récent que je viens de faire, les techniciens qui sont sur le plateau, je les kiffe. Ils sont... Non, c'est vrai, ils sont... Je fais la différence entre ceux qui travaillent et qui améliorent l'état du film, l'ampleur du film et la dimension du film, et ceux qui ne le font pas. Donc bien sûr que ce sont, pour la plupart d'entre eux, des personnes de grande qualité qu'il faut absolument protéger. Après, on peut toujours avoir des débats entre l'ensemble des techniciens et les producteurs. Moi, j'en ai eu sur ce film-là, puisque c'était le moment de cette grève en décembre. Il a fallu qu'on ait des... Honnêtement, on était tous à 10-12 heures par jour. De se taper 2 heures de discussion sur le sujet au bout de ces journées de travail, c'était pénible pour tout le monde. Mais finalement, c'est sain, parce que ça nous permet d'ouvrir un certain nombre de discussions. Moi, le seul débat vraiment que j'ai au quotidien avec certains techniciens, c'est... Il y a de plus en plus une dichotomie entre leur manière de travailler et la nôtre, au sens pas de l'ampleur artistique qu'on met dans ce qu'on veut faire pour le film, mais nous, les producteurs, sommes de plus en plus des adeptes des microstructures, et on fait à 10, à 8 ce que certaines autres entreprises font à 20 ou 25, parce que ce sont les conditions réalistes de nos frais généraux, et on est sur le jus de cervelle en permanence, et on est sur la motivation en permanence, et les techniciens sont encore dans cette culture où il faut être plutôt nombreux pour pouvoir à la fois étaler le travail et puis par solidarité faire travailler les autres. Ça, il y a une limite là où non, mais je dis ça pour voilà, mais donc c'est vrai que ça m'arrive de dire bon, là ils sont 8, ils pourraient être 6 quoi, mais à part ça, au fur et à mesure ces débats se résolvent de manière assez simple, et je vous verrai quand moi, par exemple, l'équipe Lumière sur le film Grâce de Monaco qu'on vient de faire, je crois que je vais faire leur promo pendant 2 ans, tellement ils sont extraordinaires. Voilà. Jean-Baptiste, là-dessus, vous avez... Nous, on est rarement en contact, en relation directe avec... les industries techniques et les techniciens. Notre métier se limite à aller chercher plein de sous pour qu'ils puissent être bien payés. Et donc voilà, non,
Vous vous sentez pas responsable du chômage en France? Non, absolument pas, absolument pas. Au contraire, et j'étais en train de discuter tout à l'heure pendant le déjeuner avec une directrice de production qu'on avait envoyée qu'on avait contribué à envoyer en Suède dans le cadre de la post-production d'un film libanais et qui me disait combien ça avait été une expérience enrichissante dans le cadre de son boulot. Et je crois que c'est effectivement de toute façon quelque chose à laquelle il faut aujourd'hui s'habituer. Voilà. Merci de vos explications, de votre intervention. Merci des questions. Une dernière, oui, si vous voulez bien. Allez-y. Bonjour, merci. Franck Buchter, donc tout jeune producteur, j'essaye de développer un long. La question que j'ai envie de vous poser à vous tous, c'est qu'est-ce qui a changé en fait? Parce que notre cinéma a des grandes heures en ce moment et il y a de très beaux films. On se vend à l'étranger. Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette angoisse pour tous? Qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de gens qui ont l'impression qu'ils vont plus bosser? Enfin, qu'est-ce qui a changé? On est, si je peux me permettre, on est beaucoup plus nombreux. Beaucoup plus nombreux. Et on est dans une génération spontanée où tout est totalement médiatisé, donc chaque débat est sur la place publique en quelques heures. Le cinéma, c'est aussi une histoire de réseau, et beaucoup des problèmes se géraient en petits comités, en discussion secrète, quasi mafieuses parfois, et avec la plupart du temps des hommes ou des femmes bien pensants et bienveillants. Donc l'intérêt des uns et des autres était toujours à peu près protégé, et il s'agissait toujours de faire le meilleur métier possible et les meilleurs films possibles. Aujourd'hui, la moindre... quand on va sortir d'ici, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous ou nous qui allons raconter sur un réseau social. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça qui a changé. Et le moindre débat aujourd'hui est sur la place publique. Et d'ailleurs, je pense que ça joue un peu contre notre cinéma. Parce que dans les médias, on parle trop d'argent. On parle trop de financement. On parle trop de... On est en train, en faisant ça, potentiellement de prendre le risque d'altérer le rapport de qualité entre le public en général et le cinéma. Et je dis ça, je suis 100% d'accord avec Pierre-Ange, d'autant plus que moi, je faisais jamais partie de la mafia, donc en plus quand les choses se résolvaient comme ça, en petit comité, j'avais toujours l'impression que c'était d'une injustice complète et qu'il fallait qu'au contraire, le débat soit porté sur la place publique. Et depuis le Maraval Gate de ce Noël, quand je vois effectivement les raccourcis que le grand déballage, auquel le grand déballage peut donner lieu dans la presse généraliste et dans le grand public, je me méfie énormément effectivement de la propagation de ces idées-là dans le grand public, parce qu'elles ne nous servent pas forcément, il me semble, tous ensemble. Pardon ? Je dis surtout nous, les techniciens, qui sommes quand même plus que traînés dans la boue actuellement. Et les financiers, et les producteurs, et les acteurs, et la tête à l'ouette. Hein. On en prend tous pour notre grade. Ouais. Vous avez raison, c'est gênant pour... On n'a aucun droit de réponse, nous, enfin, ou très très peu en tout cas. Oui, c'est gênant pour tout le monde. C'est gênant pour tout le monde. Et franchement, il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Vous voyez, vous les techniciens notamment, vous avez... le culte des équipes et le culte des metteurs en scène. Une fois que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, quand vous êtes dans l'équipe d'un metteur en scène, vous allez aller de film en film. Finalement, c'est assez important. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne parle plus suffisamment des metteurs en scène et qu'au fur et à mesure, les gens se foutent dans le public de savoir qui a fait le film, sauf quelques miraculés, comme heureusement Tarantino, par exemple. Mais c'est vrai que si vous allez dans la rue et que vous dites vous êtes allé voir tel film, qui l'a mis en scène, vous allez avoir de plus en plus de gens qui sont en difficulté de dire ah oui, c'est lui qui l'a mis en scène. Par contre, si vous parlez de cinéma 2 minutes supplémentaires avec cette même personne, elle va très très vite vous parler de Maraval ou des sujets de financement, des sujets d'argent. C'est Danny Boone qui a été le mieux payé l'année dernière ou je ne sais quoi. Enfin, et au fur et à mesure, ce rapport-là, il n'est pas très sain, parce que je ne crois pas que le public ait le droit et qu'on ne doit jamais lui donner le droit d'exiger de nous de la rentabilité. Ce sont deux mondes différents, le monde de la finance
et le monde de la création, même si il est rassemblé chez les producteurs, chez les techniciens et chez les intervenants du cinéma, mais laissons au public son rôle de public, qu'il ait cette liberté de pouvoir voir les films de manière spontanée, pas en fonction de critères économiques. Excusez-moi, je peux rebondir là-dessus, celui-là, ouais. Justement. C'est toi qui l'as engueulé tout à l'heure. Oui. Ouais. Bon, mais je vais ça va être reprendre. mon tour. Ça va être encore mon tour. Non. Non, bah ça, on peut en parler après, en privé, on n'est pas obligé. Non, non. C'est par rapport à cette merveilleuse couverture d'écran total. Je viens de réaliser que c'est un film que j'ai vu en octobre, tout simplement parce qu'il y avait un test de spectateurs. Donc ma question, elle était, est-ce que le cinéma est en train de s'américaniser, dans le sens qu'ils sont en train de faire, comme certains films là-bas, de faire des tests auprès des spectateurs pour modifier éventuellement le montage. J'ai eu une tonne de questions, un questionnaire à remplir avec une tonne de questions. Est-ce que vous avez aimé tel personnage, machin, et franchement, enfin, surtout n'y allez pas, quoi. Enfin, c'est un exemple de film français où je me demande combien il a coûté. Et franchement, moi qui suis technicienne, j'ai fait plein de compromis, mais là, il faudrait même me payer 10 milliards. J'irai jamais faire un film pareil. Donc, je parle même pas de la qualité des films français. Je suis complètement scandalisée de voir qu'on peut financer une merde pareille sur une histoire de Dave que seuls les Français vont voir. Alors après, on parle d'exportation des films. Alors si ça se trouve, il va faire le tour du monde, ça m'étonnerait pas. Mais enfin, je veux dire, même les jeunes ne savaient pas qui était Dave. Enfin, autour de moi, ils me disaient, mais c'est qui ce mec? Des jeunes de 25 ans. Enfin, voilà. Bon, c'est juste ma question. Est-ce que vous connaissez des pratiques? Est-ce que vous les faites de tests de pré-finalisation de films? Voilà. Oui. Bah oui. Oui. C'est pas nouveau. Hein. Dans les années, on a commencé à le faire dans les années 80. Ouais. Mais il faudrait peut-être juste préciser qu'il y a deux types de tests. C'est-à-dire que où on fait un test pour essayer de voir comment on va marketer un film, enfin comment on va organiser sa publicité. Pour moi, un test, c'est pas pour changer le sens du film. Il nous est arrivé de faire des tests avec même des metteurs en scène très, je sais pas moi, comme je produis des films de Catherine Breillat. Avec Breillat, on a fait des tests sur Romance. Bon, mais les tests, ça consistait à quoi? Ça consistait à essayer de voir comment le film était perçu, comment on pouvait le mieux arriver en termes de publicité, comment on pouvait arriver à en parler le mieux. Les tests ne consistaient pas à faire en sorte qu'elle modifie le sens de son film en fonction de ce qu'on pensait être les attentes du public. Ça n'a jamais été ça. Alors effectivement, dans certains tests aux États-Unis ou ailleurs, ou sur certaines comédies, on peut effectivement tester un film, mais je crois que le but n'est pas du tout le même, quoi. Mais par contre, à certaines phases, à certaines phases de montage du film, par exemple, il peut sembler intéressant pour le metteur en scène comme pour la monteuse ou le monteur, tout d'un coup de montrer le film à un groupe de gens pour voir comment tel ou tel truc, comment ça fonctionne et comment ça réagit. Donc le fait de le faire avec des gens qui n'ont pas de lien direct ni avec le metteur en scène, ni avec le ou la monteuse, ni avec la production, le fait de le faire avec un public qui va répondre spontanément, je trouve que c'est plutôt un outil de travail, mais à condition, encore une fois, que ça ne serve pas à modifier le sens du film. Voilà. Peut-être que d'ailleurs dans ce film, ils se sont rendus compte que c'était tellement mauvais, je suis méchant, qu'ils se sont dit, écoutez, peut-être qu'en demandant au public, on va trouver un moyen de le rendre présentable. Mais... Ouais, ils se sont dit, je vais acheter la couverture de Total, ça va lui assurer. Je vais acheter la couve de... Ça, je suis sûr de faire un carton. Bon, écoutez, je vous remercie. Et on aurait pu continuer à discuter donc longuement. Et on va passer au débat suivant.